L'invité politique de la matinale, et ce matin, je reçois Geoffroy Didier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat Les Républicains à la primaire à droite. On va revenir bien sûr largement sur l'attentat de Nice et ses conséquences et les questions qu'il suscite bien sûr. Plus d'une semaine après, la polémique se poursuit sur le dispositif de sécurité qui avait été mis en place le soir du drame. Mise en cause hier par le journal Libération, Bernard Cazeneuve a demandé à la police des polices de mener une enquête. Libération persiste et signe ce matin et affirme que dans sa réponse, le ministre de l'Intérieur finalement a validé les révélations de l'enquête du journal. Polémique pertinente ou simple quiproquo ? Je crois que le temps n'est pas aux polémiques, mais elle est le temps de savoir la vérité. Il y a une enquête de presse, il y a une enquête administrative. Nous verrons dans quelques jours ce qu'il en est. Mais j'estime que les Français sont en droit de savoir si, à l'état d'urgence qui a été décrété, qui a été décidé, a correspondu une réalité sur la promenade des Anglais. Est-ce qu'il est légitime, dans ce contexte, de remettre en cause la parole de l'État ? Mais bien sûr, parce que nous avons aujourd'hui le devoir de savoir précisément ce qui s'est passé. Pourquoi ? Non pas pour ennuyer l'un ou l'autre, non pas pour déstabiliser le ministre de l'Intérieur ou les institutions de la République. Donc selon vous, on ne sait pas ce qui s'est passé ce soir-là ? Non, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pourtant, une version a été donnée par le gouvernement. Une version a été donnée par le gouvernement, mais nous ne sommes pas non plus dans une dictature où il faudrait absolument croire tout ce que dit le gouvernement. Il y a une enquête de presse qui est légitime. Il y a une enquête administrative. Si d'ailleurs M. Cazeneuve a saisi la police des polices, c'est que lui-même sent bien qu'il peut avoir des débats, des failles. Je ne suis pas dans un esprit de polémique. Il faut bien comprendre l'état d'esprit dans lequel nous sommes aux Républicains. Vous n'appelez pas la démission de Bernard Cazeneuve comme Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen. Non, mais ce n'est pas la question. L'idée n'est pas de savoir si M. Cazeneuve doit démissionner ou pas. Est-ce que vous pensez que si un autre ministre de l'Intérieur de François Hollande arrivait la semaine prochaine, tout cela changerait? Non. Nous sommes en revanche en droit de savoir ce qui s'est passé. Pourquoi ? Pour que ça ne se déroule plus la prochaine fois. Parce que c'est ça aujourd'hui. Il y a un état d'urgence. État d'urgence, ça ne veut pas dire n'importe quoi. État d'urgence, ça veut dire que tous les moyens de l'État doivent être mobilisés de manière absolue pour garantir la protection de nos concitoyens et même des touristes qui sont venus regarder les feux d'artifice le soir du 14 juillet. Vous n'estimez pas sain, vous, qu'il puisse y avoir une enquête, qu'on sache la vérité, qu'on essaie de tout faire pour que ça ne se déroule plus une prochaine fois? Nous sommes aujourd'hui dans un état de guerre. Tous les responsables politiques nous le disent. Et vous croyez que dans un état de guerre, on ne peut pas savoir où on en est? Vous croyez qu'on pourrait se contenter, par exemple, d'une voiture, une seule voiture de la police nationale pour protéger des dizaines de milliers de personnes? Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur nous ont menti. L'État est responsable de la sécurité publique. On nous doit des explications franches. C'est l'ancien maire de Nice qui dit ça ce matin, Christian Estrosi, dans Le Parisien. Il n'en fait pas un peu trop, Christian Estrosi? Je veux dire, je trouve que Christian Estrosi, dans cette épreuve, qui est aussi une épreuve personnelle pour celui qui a été maire de cette ville pendant plusieurs années, est très courageux. Il est très courageux parce qu'il doit, lui aussi, la vérité aux Niçois, aux Français, à tous nos concitoyens qui sont en train de regarder peut-être plus que jamais les réponses politiques qu'on peut leur apporter. Il ne se trompe pas d'adversaire? Non, je ne crois pas. Et vous savez, Christian Estrosi n'est pas dans un esprit de polémique, il est dans un esprit constructif, comme nous tous. Pourquoi est-ce que je me suis engagé dans la vie publique? Pour essayer de régler les problèmes. Et j'estime que la première mission d'un État, c'est de protéger les siens. Et il va peut-être falloir aussi qu'on accepte, c'est ça le débat, de changer de société. Aujourd'hui, nous sommes dans un État-providence où on a accepté, par exemple, de baisser la dépense publique sur les moyens de protection, baisse constante depuis 1990 des budgets de la défense, baisse des effectifs de la police et de la gendarmerie. Est-ce qu'on peut se le permettre? Et notamment quand la droite était au pouvoir. Le contexte était différent. Non mais, d'accord, mais on n'en est plus à une question de droite et de gauche. C'est pas le sentiment qu'on a eu ces derniers jours, franchement. Non, attendez, moi j'ai suspendu ma campagne. Je sais. Parce que j'estimais que le silence devait s'imposer pour quelques jours. Parce que pour une question de respect des victimes, nous devions nous retirer quelques instants. Mais après, il faut que le débat reprenne. Parce que la vie politique, elle doit servir à ça. Non pas aux polémiques stériles. Elle doit servir à être constructif et à essayer de trouver des solutions. J'ai proposé moi-même des mesures d'urgence. On va peut-être en parler. On y reviendra dans un instant. Mais surtout, au-delà des mesures d'urgence, la question aujourd'hui, c'est quelle société voulons-nous? C'est qu'acceptons-nous de tolérer? Qu'acceptons-nous de transmettre? Nous ne transmettons plus rien. Puisque ceux qui ont, vous en par parlez. exemple, commis les attentats du 13 novembre, c'était des Français, nés en France,
qui sont allés à l'école publique française et qui ont pourtant retourné leurs armes contre la France. C'est ça les questions qu'il faut qu'on se pose. Donc l'idée n'est pas uniquement de trouver des mesures d'urgence, même s'il le faut, c'est d'essayer d'avoir une vision pour les 5, 10, 20 prochaines années, où on se pose la question de savoir s'il ne faut pas changer de société et mettre la priorité sur l'État régalien, c'est-à-dire sur la sécurité et la protection, plutôt que sur la redistribution. Vous en parliez à l'instant, donc je vous interroge là-dessus. Vous avez effectivement suspendu votre campagne pendant 3 jours au lendemain de l'attentat de Nice. Vous avez été choqué par la prise de parole très rapide et les critiques assez virulentes d'Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy quelques heures après l'attentat de Nice. Et même, ce qui me choque, c'est le terrorisme. Ce qui me choque, c'est le fait que dans un état d'urgence, il puisse quand même y avoir un camion de 19 tonnes qui fauche la vie de 84 personnes. C'est ça qui me choque. Qu'est-ce qui a manqué selon vous ? Ne vous trompons pas de débat. Mais je vous donne des exemples concrets. Si nous avions eu une double peine qui était systématique, mécanique, cette personne tunisienne qui a été condamnée pour un délit de violence aurait été reconduite dans son pays. Je ne dis pas que ça règle tout. Qui était en Bien règle, sûr, qui avait une carte de séjour. Est mondial. Oui, justement. Ce n'est pas normal qu'il ait pu rester légalement en France après avoir commis un délit de violence. Pour des faits de violence, est-ce que tout délinquant est un potentiel terroriste ? C'est ça que vous dites ? Non, c'est pas ce que je dis. N'essayez pas d'interpréter mes propos. Alors qu'est-ce que vous dites ? Je vais vous poser une question à vous. Non, c'est moi qui pose les questions. Eh bien, on va se les poser ensemble. Parce que les Français, ou en tout cas vos téléspectateurs nous regardent. Si vous-même, Française, vous étiez installée à l'étranger pendant quelques années et que vous étiez allée, par exemple, en habitant aux États-Unis, sur une route américaine, taper, frapper un automobiliste américain avec une palette de bois, et que vous aviez été condamné par la justice américaine, estimeriez-vous normal de pouvoir rester légalement aux États-Unis ? Eh bien non. Vous auriez estimé normal et même sain qu'on vous déchire votre visa et qu'on vous dise « Madame, vous rentrez en France ». Eh bien, c'est la même chose. Je ne dis pas que ça règle tout, je dis que des choses qui auraient pu être faites n'ont pas été faites. Donc la double peine aurait dû être appliquée dans ce cas-là. C'est comme moi je propose des centres de rétention administrative pour ceux que les services de renseignement ont formellement identifiés comme s'étant radicalisés. Je ne comprends pas. Parce qu'on nous dit mais on ne peut pas faire ça. Bien écoutez, si on doit changer la loi, changeons-la. Si on doit changer la Constitution, changeons-la. Sinon ça ne sert à rien, un responsable politique. Mais surtout ce qui me frappe, et personne ne le dit, c'est que des centres de rétention, il en existe aujourd'hui pour les immigrés clandestins, pour ceux qu'on appelle communément les sans-papiers. Ça ne choque pas grand monde. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des centres de rétention pour les sans-papiers, on ne pourrait pas en avoir pour des radicalisés qui sont susceptibles de passer à des actes terroristes. Vous voyez, il y a souvent 2 poids 2 mesures. Il y a l'indignation sélective et puis surtout, posons-nous les bonnes questions. J'estime aujourd'hui que nous avons le devoir de mettre hors d'état de nuire ceux que les services de renseignement qui ont travaillé, ont considérés, identifiés comme s'étant radicalisés. On ne peut plus se permettre d'être dans la logique d'attendre que quelqu'un ait commis un acte terroriste pour songer à l'enfermer. Parce que c'est trop tard et parce que cette personne trouve malheureusement ou pense trouver son salut dans sa propre mort. Revenons justement sur le profil du terroriste présumé de l'attentat de Nice. François Molins a tenu une conférence de presse. Hier, on a eu de nouvelles informations. Cette conférence de presse a révélé qu'on est loin de l'homme seul et du coup de tête. Contrairement à ce qui avait été pensé dans un premier temps, c'est un acte prémédité qui avait été préparé depuis 1 an avec au moins 5 complices. Sauf que aucune de ces personnes n'avait été repérée par les services de renseignement parce qu'il n'y avait aucune raison, ni pour le terroriste, ni pour ses complices. La radicalisation de ces personnes n'avait pas été affichée. Vous êtes d'accord pour reconnaître qu'il était très difficile de détecter un éventuel passage à l'acte ? D'accord, bien sûr que c'est difficile. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais les faits le prouvent. Non, mais d'accord. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on agisse. Bon, regardez, ces petites machines-là, vous subissez vous-même, madame, des petites atteintes aux libertés individuelles tous les jours. Quand vous êtes sur votre smartphone, on sait où vous êtes, on vous géolocalise, on sait ce que vous achetez, vos habitudes de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, techniquement, on peut vous fliquer, pardon de dire les choses ainsi. En revanche, on peut laisser une personne radicalisée regarder des vidéos de décapitation sur Internet. C'est là où ça ne va plus. Moi, j'estime et je propose que nous exigions désormais des grands opérateurs privés, des principaux réseaux sociaux qui sont des entreprises privées et qui sont aussi responsables de la sécurité publique, qu'ils éliminent immédiatement toute vidéo djihadiste d'incitation à la haine. Et je propose qu'il y ait un délit de complicité pour les opérateurs privés qui ne joueraient pas le jeu et qui refuseraient d'enlever immédiatement ce genre de vidéo. Et d'ailleurs,
il faut pouvoir aussi les frapper au portefeuille. En cas de récidive, je propose qu'une sanction qui aille jusqu'à 5% de leur chiffre d'affaires. Parce qu'on ne peut plus faire comme si nous étions dans le temps des bisounours. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se radicalisent sur Internet. On nous dit par exemple que cette personne, au départ, n'était pas du tout un islamiste. Et elle s'est radicalisée sur Internet. Et on laisse faire avec des sociétés comme Google qui ont aujourd'hui la puissance d'un État. Donc, s'ils ont la puissance d'un État, eh bien, ils doivent aussi avoir leurs propres gendarmes. Et nous avons le devoir, désormais, d'exiger de ces entreprises qu'elles éliminent immédiatement toute vidéo d'incitation à la haine. Vous êtes aussi, Geoffroy Didier, pour un débat sur l'envoi de troupes françaises en Irak et en Syrie. Vous voulez envoyer des soldats français combattre Daesh à Raqqa, par exemple? Vous pensez que c'est la bonne solution? C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution? J'ai dit qu'il faut qu'il y ait un débat. Oui, et qu'aujourd'hui, à partir du moment où il y a un État islamique qui vient menacer notre civilisation, qui vient terroriser nos hommes et nos femmes, estimez, qu'il ne doit pas y avoir de débat interdit et que nous ne devons pas non plus avoir de pudeur de jeunes filles à leur égard. Et s'il y a un débat, vous vous prononcerez. Donc est-ce que vous êtes pour ou contre? On verra. On verra quels sont les arguments. Aujourd'hui, il y a des experts au sol, il y a des troupes au sol aujourd'hui que nous devons peut-être aider davantage. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que tous les hommes et les femmes aujourd'hui qui sont dans l'armée aillent combattre Daesh. Je vous dis qu'il ne doit pas y avoir de débat interdit et que nous devons désormais aller attaquer ce problème à la source. Il existe, il est temps quand même de l'éradiquer. Un mot tout de même de la primaire à droite. Vous êtes candidat et on en vous parlait avez... aussi avant parce que évidemment, la primaire, toutes c'est un les débat d'idées. propositions que vous faites se font aussi bien sûr dans le contexte de cette campagne. Vous en êtes où de vos parrainages? Ça avance. C'est compliqué? Non, ça avance. Vous en avez combien? Ça avance. Écoutez, moi je m'étais dit que je ne le dirais pas, mais ça ne me dérange pas de vous le dire si vous voulez. Il faut 20 parlementaires, j'en ai aujourd'hui 14. Pourquoi ? Parce que beaucoup de parlementaires, en réalité, ne veulent pas être dépendants des écuries. Et ils sont libres. Il doit y avoir aussi plusieurs élus locaux. J'en suis à près de 200 élus locaux. Il en faut 230. Et il faut enfin 2500 adhérents. Eh bien, je les aurai sans problème. J'en suis environ à 2000. Donc vous y croyez encore? Mais bien sûr que j'y crois. Mais pourquoi? Parce que les Français en ont assez. Ils ont envie que ça bouge. Parce que la France va vite. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour tous les membres de ma famille politique qui se présentent. J'ai beaucoup de respect pour Nicolas Sarkozy, pour François Fillon, pour Alain Juppé. Mais je suis d'ailleurs le premier. Nicolas Sarkozy n'est pas encore candidat. Non, mais c'est pas, il va l'être. Ça va se faire quand, à votre avis? Mais je ne sais pas, je ne suis pas Madame Soleil. Donc, non, mais vous avez peut-être des informations. Avant le 25 août, c'est un scoop. Avant le 25 août. Mais oui, mais c'est parce qu'il est obligé de porter candidat avant le 25 août. Donc, voilà. Merci pour le scoop. Voilà. Mais non, parce que vous me posez une question à laquelle je n'ai pas la réponse. En revanche, ce que je vous dis, ce qui est intéressant, c'est que je serai l'un des plus grands fervents garants de l'unité au lendemain de la primaire. Mais la seule manière de garantir l'unité au lendemain du 27 novembre, c'est aussi de faire vivre la diversité avant. Il y a un débat, saisissons-nous de ce débat, organisons-le de manière saine et qu'il y ait des profils très différents, des gens qui ont déjà gouverné, comme des gens qui n'ont pas gouverné, qui est de toutes les générations, de toutes les sensibilités de la droite qui puissent s'exprimer. Ça doit aussi servir à ça, une primaire, et c'est en cela que c'est sain. Merci Geoffroy Didier.